Quelque chose m'a frappé, il y a de nombreuses années, lors d'une conversation avec un homme d'affaires que j'avais rencontré dans un avion entre Chicago et Los Angeles. Cet homme, habillé simplement, lisait un livre de poche usé. Nous avons commencé à parler, et au fil de la conversation, j'ai appris qu'il possédait plusieurs entreprises, qu'il avait bâti une fortune significative à partir de rien, et qu'il vivait exactement la vie qu'il avait choisie. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas son succès, c'était sa sérénité. Il n'y avait aucune arrogance, aucune tension, juste une clarté absolue sur qui il était et sur ce qu'il faisait avec son argent et son temps. Je lui ai posé une question directe. Je lui ai dit, si vous deviez tout perdre demain et recommencer à zéro, est-ce que vous pensez que vous pourriez reconstruire ce que vous avez? Il a souri sans hésiter une seconde et il m'a répondu, sans aucun doute, parce que ce que j'ai bâti n'est pas dans mes comptes bancaires, c'est dans mes habitudes. Cette réponse m'a accompagné pendant des décennies. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pas de théorie abstraite, pas de promesses creuses, pas de raccourcis magiques. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ce sont 7 habitudes financières concrètes, profondes, transformatrices, que j'ai observées chez des milliers de personnes qui ont réussi à construire une vraie liberté financière. Des habitudes que j'ai moi-même adoptées après des années d'erreurs, d'échecs et de recommencements. Des habitudes que la grande majorité des gens ne développent jamais, non pas parce qu'elles sont inaccessibles, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué pourquoi elles changent tout. Je veux que tu prennes ce temps avec moi comme un investissement. 1 heure aujourd'hui qui pourrait valoir des années de travail demain. Parce que comprendre ces principes en profondeur, vraiment les intégrer, c'est ce qui sépare ceux qui parlent de richesse et ceux qui la vivent. Commençons par quelque chose de fondamental. Il y a une distinction que très peu de gens font, et pourtant elle est essentielle. Il y a une différence entre gagner de l'argent et construire de la richesse. Ces deux choses ne sont pas la même chose. On peut gagner beaucoup d'argent toute sa vie et finir sans rien. On peut aussi gagner un revenu modeste et construire une fortune solide. La variable déterminante, ce n'est pas le montant, c'est le comportement. J'ai connu un médecin spécialiste qui gagnait plus de 300 000 dollars par an. Quand il est venu me voir pour un séminaire sur la gestion financière, il était techniquement en difficulté. Il avait des dettes, pas d'épargne réelle, et une anxiété permanente autour de l'argent. En parallèle, j'ai travaillé avec un enseignant du secondaire qui gagnait moins de 50 000 dollars par an et qui avait accumulé plus de 600 000 dollars d'actifs nets à l'âge de 55 ans. Même pays, même système économique, des revenus très différents, des résultats inversés. Ce paradoxe me fascine depuis toujours et il m'a conduit à une conclusion simple. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui détermine ta richesse. C'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes, voilà le point de départ. Et c'est à partir de là que tout commence. La première habitude dont je veux te parler, c'est ce que j'appelle l'habitude de la décision consciente. Décider délibérément de devenir riche. Ça peut sembler évident. Tout le monde veut être riche, non. Mais vouloir et décider, ce sont deux choses radicalement différentes. Vouloir, c'est passif. C'est un souhait. C'est regarder par la fenêtre et espérer que quelque chose change. Décider, c'est actif. C'est poser un engagement ferme, irrévocable, avec soi-même. C'est dire, à partir de maintenant, je gère mon argent différemment. Je prends des décisions différentes. Je deviens une personne différente vis-à-vis de l'argent. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais peu d'éducation formelle. Je n'avais pas de diplôme universitaire. J'avais travaillé comme journalier, comme vendeur itinérant, comme ouvrier dans différents secteurs. Et pendant des années, j'ai gagné juste assez pour survivre. Pas parce que les opportunités n'existaient pas, mais parce que je n'avais jamais pris la décision consciente de changer ma situation financière. J'avais des souhaits. Je n'avais pas de décision. Le jour où j'ai compris cette distinction, tout a changé. Pas immédiatement dans mes résultats, mais immédiatement dans ma direction. Il y a une loi psychologique que j'appelle la loi de la cohérence. Une fois qu'on prend une décision ferme, le cerveau commence à chercher des façons de rendre cette décision réelle. Il commence à remarquer des opportunités qu'il ignorait avant. Il commence à filtrer différemment. Les mêmes informations qui passaient inaperçues deviennent soudainement visibles et pertinentes. C'est comme si tu décidais d'acheter une voiture rouge et que soudainement, tu voyais des voitures rouges partout. Elles ont toujours été là. Ton cerveau a simplement commencé à les enregistrer. La décision de devenir riche fonctionne exactement de cette façon. Elle reprogramme ton système d'attention. Mais il y a un obstacle majeur à cette décision. Et cet obstacle,
C'est ce que j'appelle la programmation financière négative. La plupart d'entre nous ont grandi avec des messages sur l'argent qui n'étaient pas forcément positifs. Des phrases entendues des centaines de fois dans l'enfance. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Les riches sont des gens malhonnêtes. Nous ne sommes pas du genre à avoir trop d'argent. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Ces messages s'inscrivent dans le subconscient comme des vérités absolues. Et ils créent ce que les psychologues appellent un plafond de confort financier. Un niveau au-delà duquel on se sent inconsciemment mal à l'aise avec l'argent. Et dès qu'on approche ou dépasse ce plafond, on fait des choses qui nous ramènent à notre zone de confort habituelle. On dépense trop, on prend de mauvaises décisions, on sabote inconsciemment notre propre pression. J'ai vu cela des centaines de fois dans mes séminaires. Des gens qui reçoivent une prime inattendue et qui la dépensent immédiatement en choses non essentielles. Des entrepreneurs qui commencent à réussir et qui augmentent leurs dépenses exactement au même rythme que leurs revenus, ne construisant jamais de vrai capital. Des personnes qui héritent d'une somme significative et qui la dilapident en quelques années. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la programmation. Et la première étape pour changer cette programmation, c'est de prendre une décision consciente et explicite. Pas une décision vague, une décision précise. Je veux être financièrement libre à telle date. Je veux avoir tel montant d'épargne d'ici tel nombre d'années. Je veux générer tel niveau de revenus passifs. Plus la décision est précise, plus elle est puissante. Il y a quelque chose de presque magique dans l'écriture d'un objectif financier. Quand tu écris un chiffre précis sur une feuille de papier, avec une date précise, quelque chose se passe dans ton cerveau. L'objectif devient réel. Il sort du domaine du rêve pour entrer dans le domaine du projet. Et les projets ont des étapes, des plans, des actions. Alors voici ce que je te suggère de faire après cette conversation. Prends une feuille de papier, écris un chiffre précis, la valeur nette que tu veux atteindre dans 5 ans. Pas une estimation vague, un chiffre, avec une date, et signe-le, comme un contrat avec toi-même. Cette simple action, aussi symbolique qu'elle puisse paraître, est le point de départ de tout le reste. Passons maintenant à la deuxième habitude, et celle-ci est probablement la plus importante de toutes. C'est l'habitude que j'appelle payer d'abord. Dans mon livre, L'argent, les 7 secrets des millionnaires, j'explique en détail ce concept. Mais laisse-moi te le présenter avec une image qui m'a été donnée par un mentor il y a très longtemps. Il m'a dit « Brian, quand tu reçois ton salaire ou tes revenus, qui est payé en premier ?» J'ai réfléchi et j'ai répondu « Le propriétaire, l'électricité, la nourriture, les charges. » Il a secoué la tête et il m'a dit « Non, la personne qui est payée en dernier, c'est toi. Et tant que tu continueras à te payer en dernier, tu travailleras toujours pour les autres. » Cette image m'a traversé comme un éclair. Le principe de se payer en premier est simple en apparence. Avant de payer toute dépense, avant de régler toute facture, tu mets de côté un pourcentage fixe de tes revenus pour toi-même. Pour ton futur, pour ta liberté. Ce pourcentage devient non négociable. Ce n'est pas ce qui reste à la fin du mois. C'est ce qui part en premier. Les experts en finances personnelles recommandent généralement de commencer avec 10%. Si 10% te semble difficile, commence avec 1%. Avec 5%. L'important n'est pas le montant initial. L'important, c'est l'habitude. Voici ce qui se passe psychologiquement quand tu commences à faire cela. Au début, tu ressens une légère inconfort. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir avec moins. Et puis, quelque chose d'intéressant se produit. Tu t'adaptes. Ton niveau de vie s'ajuste. Tu trouves des façons de vivre avec le montant restant. Parce que l'être humain est extraordinairement adaptable. Nous vivons au niveau de ce que nous avons disponible. Si tu as moins disponible pour les dépenses, tu dépenses moins. Et si tu as plus disponible, tu dépenses plus. C'est pourquoi les augmentations de salaire seules ne construisent jamais la richesse. Chaque fois que le revenu augmente, les dépenses augmentent proportionnellement. C'est ce que les économistes appellent l'inflation du style de vie. Et c'est l'un des pièges les plus dangereux pour ceux qui veulent construire une vraie liberté financière. Se payer en premier coupe ce cycle. Ça crée une séparation artificielle entre tes revenus et tes dépenses. Et avec le temps, cet argent que tu mets de côté commence à travailler pour toi. J'ai un étudiant, un comptable que j'ai rencontré lors d'un séminaire à Toronto. Il avait 42 ans et n'avait pratiquement aucune épargne. Il gagnait bien sa vie, mais dépensait tout. Nous avons travaillé ensemble sur ce principe. Il a commencé à mettre de côté 15% de chaque chèque de paie. Automatiquement,
avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. 12 ans plus tard, il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il avait accumulé plus de 400 000 dollars d'actifs investis, qu'il avait remboursé toutes ses dettes et qu'il planifiait de prendre sa retraite à 58 ans. Il n'avait pas doublé son salaire. Il n'avait pas trouvé un investissement miraculeux. Il avait simplement changé l'ordre dans lequel il utilisait son argent. C'est la puissance de cette habitude. Elle est simple, elle est accessible à presque tout le monde, et elle change tout sur le long terme. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui amplifie considérablement l'effet de cette deuxième habitude. C'est le concept des intérêts composés. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, que celui qui les comprend les gagne et que celui qui ne les comprend pas les paie. Voici une illustration simple. Si tu investis 1 000 € par mois à partir de l'âge de 25 ans, avec un rendement annuel moyen de 7%, à 65 ans, tu auras accumulé environ 2 600 000 €. Mais si tu attends d'avoir 35 ans pour commencer, avec les mêmes paramètres, tu n'auras qu'environ 1 200 000 €. 10 ans de retard te coûtent la moitié de ta fortune finale. Pas parce que tu as moins investi, mais parce que le temps est la variable la plus puissante de l'équation. Le temps est l'actif le plus précieux que tu possèdes, et il ne se récupère pas. Voilà pourquoi la deuxième habitude est si urgente. Non pas parce que tu dois t'enrichir rapidement, mais parce que chaque mois qui passe sans mettre de l'argent de côté est un mois de croissance composée perdu pour toujours. Passons à la troisième habitude. Celle-ci est moins connue, mais elle est d'une importance capitale. Je l'appelle l'habitude du contrôle des dépenses, ou plus précisément, l'habitude de distinguer les actifs des passifs. Robert Kiyosaki a popularisé cette distinction dans son livre Père riche, Père pauvre. Mais j'en parle depuis bien avant. La distinction est simple en théorie, mais révolutionnaire dans la pratique. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Ce qui rend cette distinction si puissante, c'est qu'elle change complètement la façon dont tu regardes des décisions financières. Prenons l'exemple de la voiture. Dans notre société, la voiture est souvent perçue comme un symbole de réussite. Les gens dépensent des sommes considérables pour avoir une voiture impressionnante. Mais une voiture, dans la grande majorité des cas, est un passif pur. Elle perd de la valeur dès qu'elle quitte le concessionnaire. Elle génère des coûts continus. Assurance, entretien, carburant, stationnement. Elle prend de l'argent dans ta poche chaque mois sans jamais en remettre. Ce n'est pas un jugement moral. Les voitures sont utiles. Mais comprendre qu'une voiture est un passif change la décision que tu prends à son sujet. Au lieu d'acheter la voiture la plus impressionnante que tu peux te permettre, tu achètes la voiture la plus fiable et la plus économique qui répond à tes besoins réels. Et tu investis la différence dans des actifs. La maison que tu habites est un autre exemple intéressant. Beaucoup de gens pensent que leur maison est leur meilleur investissement. Mais réfléchis-y un instant, ta maison principale génère-t-elle des revenus? Non, elle génère des coûts. Hypothèque, taxes, entretien, assurance. Si tu devais vendre ta maison pour vivre, tu n'aurais plus de logement. Une maison de résidence principale est techniquement un passif, même si elle peut prendre de la valeur avec le temps. Un actif immobilier véritable, c'est une propriété que tu loues à quelqu'un d'autre, qui génère des revenus chaque mois, qui te paye sans que tu aies à travailler pour cela. Cette distinction entre actif et passif est au cœur de la pensée des personnes vraiment riches. Les riches achètent des actifs. Les moins riches achètent des passifs en pensant acheter des actifs. Et la classe moyenne achète des passifs après avoir payé leurs factures. Je me souviens d'un entrepreneur que j'ai coaché pendant plusieurs mois. Il gagnait très bien sa vie, mais se plaignait de ne jamais avoir assez d'argent. Quand nous avons analysé ses dépenses ensemble, nous avons découvert quelque chose de fascinant. Il avait 3 voitures de luxe, un bateau qu'il utilisait peut-être 5 fois par an, une grande maison avec une hypothèque élevée et des abonnements à des clubs et services qu'il n'utilisait pratiquement jamais. Chaque mois, ses passifs absorbaient la quasi-totalité de ses revenus élevés. Sa richesse apparente était une illusion. Il avait l'air riche. Il ne construisait pas de richesse. Nous avons travaillé ensemble pour réduire ses passifs et rediriger cet argent vers des actifs, des actions, des propriétés locatives, des parts dans des petites entreprises. 2 ans plus tard, il avait les mêmes revenus actifs. Mais ces actifs généraient maintenant plusieurs milliers d'euros supplémentaires par mois de revenus passifs. Sa liberté financière réelle avait augmenté de façon spectaculaire.
La question que je t'invite à te poser régulièrement est celle-ci. Est-ce que cet achat est un actif ou un passif? Est-ce qu'il va mettre de l'argent dans ma poche ou en sortir? Cette simple question, posée avant chaque décision financière significative, peut transformer tes résultats sur le long terme. Maintenant, j'arrive à la quatrième habitude. Et celle-ci touche à quelque chose de plus profond. C'est l'habitude de l'investissement continu en soi-même. J'ai entendu un jour une statistique qui m'a profondément marqué. Les PDG des grandes entreprises lisent en moyenne 4 à 5 livres par mois. Les Américains moyens lisent moins d'un livre par an. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une corrélation directe entre l'investissement dans la connaissance et les résultats financiers. Charlie Munger, le partenaire légendaire de Warren Buffett, a dit quelque chose que je cite souvent. Investis dans ta connaissance. C'est le seul investissement qui ne peut pas te être retiré. Les marchés peuvent s'effondrer. Les propriétés peuvent perdre de la valeur. Les entreprises peuvent faire faillite. Mais ce que tu sais, ce que tu comprends, les compétences que tu développes, personne ne peut te les prendre. L'investissement en soi-même prend plusieurs formes. La lecture, bien sûr, mais aussi les formations, les séminaires, les mentors, les podcasts, les cours en ligne, tout ce qui augmente ta capacité à créer de la valeur, à prendre de meilleures décisions, à voir des opportunités que tu n'aurais pas vues autrement. Il y a un principe que j'appelle la loi du retour sur l'investissement personnel. Chaque euro ou chaque heure investi dans ta propre éducation et ton développement te rapporte en moyenne 10 à 100 fois plus sur la durée de ta carrière. C'est le meilleur ratio de rendement qui existe. Mais voici ce que j'observe souvent. Les gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour une nouvelle voiture ou des vacances, mais hésitent à investir quelques centaines d'euros dans un livre, une formation ou un mentor. Ils calculent le coût de l'investissement en eux-mêmes, mais pas le coût de ne pas investir. Le coût de ne pas investir en toi-même, c'est de rester là où tu es. C'est de continuer à obtenir les mêmes résultats avec les mêmes connaissances et les mêmes compétences, et dans un monde qui évolue aussi rapidement que le nôtre. Rester statique est en réalité reculer. J'ai commencé ma carrière sans diplôme universitaire, dans un contexte économique difficile. Ce qui m'a permis d'avancer, c'est une décision que j'ai prise très tôt, consacrer au moins 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau dans mon domaine. 1 heure par jour, 365 heures par an. Sur 10 ans, c'est l'équivalent de plus de 90 jours complets de formation continue. Imagine ce que cela représente en termes d'accumulation de connaissances. Les personnes que j'admire le plus dans le monde des affaires partagent toute cette caractéristique. Elles sont des apprenants perpétuels. Elles ne pensent jamais avoir fini d'apprendre. Elles abordent chaque expérience, chaque échec, chaque succès comme une source d'enseignement. Warren Buffett passe encore aujourd'hui une grande partie de sa journée à lire. Bill Gates prend 2 semaines par an, qu'il appelle ses semaines de réflexion, pendant lesquelles il s'isole et lit des livres sur des sujets variés. Ces comportements ne sont pas des luxes pour eux, ce sont des investissements stratégiques. Voici une habitude concrète que je te suggère d'adopter. Consacre 30 minutes chaque matin, avant de commencer ta journée de travail, à lire dans un domaine qui peut améliorer tes compétences professionnelles ou financières. Juste 30 minutes. Si tu lis à une vitesse normale, tu peux lire environ 25 pages en 30 minutes. C'est un livre par semaine, 50 livres par an. En 5 ans, tu auras lu 250 livres dans ton domaine. Sais-tu combien de personnes lisent 250 livres dans leur domaine? Très peu. Et ces personnes-là ont presque toujours une longueur d'avance considérable sur ceux qui ne lisent pas. L'investissement en soi-même n'est pas un luxe. C'est la base de tout le reste. Voici maintenant la 5e habitude. Et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. C'est l'habitude que j'appelle la gestion de l'environnement financier. Nous sous-estimons massivement l'influence de notre environnement sur nos décisions financières. Les personnes que tu fréquentes, les conversations que tu as, les médias que tu consommes, le quartier dans lequel tu vis, tout cela façonne ta vision de l'argent et influence tes comportements financiers de façon profonde et souvent inconsciente. Il y a une étude fascinante menée par le sociologue Nicolas Christakis et l'économiste James Fowler, publiée dans leur livre Connected. Ils ont démontré que nos comportements, y compris nos comportements financiers, sont influencés non seulement par nos amis directs, mais aussi par les amis de nos amis, et même par les amis des amis de nos amis. L'influence sociale s'étend jusqu'au 3e degré de séparation. Ce que cela signifie concrètement, c'est que si tu passes la majorité de ton temps
avec des personnes qui ont une relation négative avec l'argent, qui se plaignent constamment de manquer d'argent, qui font de mauvaises décisions financières, qui ne pensent pas à long terme, tu seras inconsciemment influencé dans la même direction. Je ne dis pas de couper les liens avec les personnes que tu aimes. Je dis d'être conscient de cette dynamique et d'agir en conséquence. Jim Rohn, l'un de mes mentors, disait que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. C'est une simplification, bien sûr. Mais l'idée centrale est profondément vraie. Notre environnement social calibre nos standards. Il définit ce qui nous semble normal, possible, acceptable. Si tu passes du temps avec des personnes qui ont des ambitions financières élevées, qui investissent régulièrement, qui parlent d'opportunités et de création de valeur, ces conversations et ces modèles vont naturellement élever tes propres standards et tes propres comportements. J'ai observé cela de façon très concrète dans mes séminaires. Quand je mets des participants en groupe de travail, les groupes qui incluent une ou deux personnes avec une mentalité financière solide obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que les groupes qui n'en incluent pas. L'influence est immédiate et mesurable. Alors, comment gérer son environnement financier de façon proactive? Plusieurs façons. Premièrement, cherche activement à fréquenter des personnes qui ont les résultats financiers que tu veux atteindre. Rejoins des clubs d'investisseurs. Participe à des événements d'entrepreneurs. Trouve des groupes de personnes partageant les mêmes aspirations financières. Ces connexions valent souvent plus que n'importe quelle formation. Deuxièmement, sois sélectif avec les médias que tu consommes. Les nouvelles financières quotidiennes sont souvent conçues pour créer de l'anxiété et de l'urgence. Elles te font réagir plutôt que réfléchir. Limite ta consommation de nouvelles financières à court terme et consacre plus de temps à des livres et des ressources qui développent ta pensée à long terme. Troisièmement, fais attention aux conversations sur l'argent que tu as régulièrement. Si tu passes beaucoup de temps à te plaindre du coût de la vie, à parler de ce que tu ne peux pas te permettre, à te concentrer sur les manques, tu programmes ton cerveau dans une direction de pénurie. Commence à orienter tes conversations vers les opportunités, vers ce que tu construis, vers les progrès que tu fais. Le langage que tu utilises pour parler d'argent est un indicateur puissant de ta relation avec lui. Et cette relation peut être transformée consciemment. J'arrive maintenant à la 6e habitude. Et celle-ci est souvent la plus difficile à développer pour les personnes qui ont grandi dans un environnement où l'argent était rare. C'est l'habitude de la pensée à long terme. Voici un fait intéressant sur la psychologie humaine. Notre cerveau est câblé pour préférer les récompenses immédiates aux récompenses futures. C'est ce que les psychologues appellent le biais du présent ou la dépréciation temporelle. En termes simples, un plaisir aujourd'hui vaut psychologiquement plus qu'un plaisir plus grand demain. Ce biais cognitif a été crucial pour la survie de nos ancêtres. Quand la vie était incertaine et les ressources rares, il était logique de consommer maintenant plutôt que d'épargner pour un futur incertain. Mais dans notre monde moderne, ce même biais est l'ennemi principal de la construction de richesses. Les personnes qui réussissent financièrement ont développé la capacité de retarder la gratification. Elles peuvent résister au plaisir immédiat pour obtenir un bénéfice plus grand plus tard. Cette capacité, que le psychologue Walter Mischel a étudiée dans sa célèbre expérience du marshmallow, est l'un des prédicteurs les plus fiables du succès à long terme dans pratiquement tous les domaines de la vie. Mais voici la bonne nouvelle. Cette capacité n'est pas uniquement innée. Elle peut être développée. C'est une habitude, pas un trait de personnalité fixe. Comment développe-t-on la pensée à long terme? D'abord, en visualisant concrètement ton futur financier. Pas de façon vague, mais avec des détails précis. À quoi ressemble ta vie dans 20 ans si tu continues sur la trajectoire actuelle? Et à quoi ressemble-t-elle si tu adoptes les habitudes dont nous parlons aujourd'hui? Cette projection dans le futur active, ce que les psychologues appellent la connexion avec le soi futur. Plus tu te connectes émotionnellement avec qui tu seras dans le futur, plus tu prends des décisions qui servent ce futur. Ensuite, en créant des règles de décision à l'avance. Plutôt que de prendre des décisions financières dans le moment, sous l'influence des émotions et des biais cognitifs, tu établis des règles claires à l'avance. Par exemple, je n'achète jamais quelque chose d'impulsif sans attendre 48 heures. Je n'investis jamais dans quelque chose que je ne comprends pas complètement. Je mets toujours de côté 20% de tout revenu exceptionnel. Ces règles de décision préétablies te protègent contre les mauvaises décisions prises dans des moments d'émotion ou d'euphorie. Je veux te raconter une histoire qui illustre parfaitement la puissance de la pensée à long terme. Il y a plusieurs décennies, deux frères ont commencé leur vie adulte dans des conditions similaires.
Même famille, même éducation, même point de départ. Le premier frère a commencé à travailler et a immédiatement commencé à profiter de sa vie. Belle voiture, restaurant, voyage, gadgets. Il vivait pleinement le présent. Le second frère a fait quelque chose de différent. Il a décidé de vivre modestement pendant 10 ans. Pas misérablement, modestement. Il investissait régulièrement, développait ses compétences, construisait des actifs. Il renonçait à certains plaisirs immédiats pour des gains futurs. À 40 ans, le premier frère travaillait encore dur pour maintenir son style de vie, anxieux à l'idée de perdre son emploi, sans filet de sécurité. Le second frère avait des actifs qui généraient des revenus passifs suffisants pour couvrir ses dépenses de base. Il avait atteint ce que j'appelle le point de bascule financier, le moment où ton argent travaille plus dur que toi. La différence entre ces deux frères n'était pas l'intelligence, ni le talent, ni la chance. C'était la capacité à penser à long terme et à agir en conséquence. La pensée à long terme est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique et la répétition. Voici la 7e et dernière habitude. Et d'une certaine façon, c'est celle qui rend toutes les autres possibles. Je l'appelle l'habitude de la prise de responsabilité totale. Il y a une vérité inconfortable que j'ai dû accepter très tôt dans ma vie, et c'est une vérité que j'ai vu transformer des centaines de vies dans mes séminaires. La voici. Tu es entièrement responsable de ta situation financière actuelle. Pas partiellement. Entièrement. Maintenant, je sais que cette affirmation peut provoquer une résistance. Et cette résistance est normale, parce que nous vivons dans une culture qui nous encourage à chercher des explications externes à nos difficultés. L'économie, le gouvernement, les impôts, l'éducation que tu as reçue, la famille dans laquelle tu es né, le secteur dans lequel tu travailles. Toutes ces choses sont réelles, elles ont un impact. Je ne les nie pas, mais voici ce que j'observe. Des personnes qui ont grandi dans la pauvreté ont construit des fortunes. Des personnes qui ont traversé des crises économiques dévastatrices ont reconstruit leur vie financière. Des personnes qui n'avaient aucun avantage de départ ont atteint une liberté financière extraordinaire. Et des personnes qui avaient tous les avantages possibles ont tout perdu ou n'ont jamais rien construit. La variable déterminante n'est pas les circonstances, c'est la réponse aux circonstances. Et cette réponse est toujours ta responsabilité. Voici ce que la responsabilité totale change concrètement. Quand tu te considères comme la cause de tes résultats plutôt que comme la victime de tes circonstances, tu retrouves ton pouvoir d'agir. Si c'est moi qui ai créé cette situation, alors c'est moi qui peux la changer. Si c'est la faute de l'économie, du gouvernement ou de ma famille, alors je suis impuissant. Je dois attendre que ces forces externes changent. La mentalité de victime est confortable à court terme. Elle te décharge de la responsabilité, mais elle est paralysante à long terme. Elle te prive de toute capacité d'action réelle. La mentalité de responsabilité est inconfortable à court terme. Elle exige que tu regardes honnêtement tes propres erreurs et tes propres choix, mais elle est libératrice à long terme. Elle te remet aux commandes de ta vie. J'ai travaillé avec un homme d'affaires qui avait fait faillite 2 fois. La première fois, il avait attribué sa faillite à ses partenaires, qu'il avait trahis. La deuxième fois, il avait attribué sa faillite à la conjoncture économique défavorable. Quand il est venu me voir après la deuxième faillite, il était amer et convaincu que la vie s'acharnait contre lui. Nous avons passé du temps à analyser honnêtement les deux situations. Et dans les deux cas, nous avons identifié des décisions qu'il avait prises, des signaux d'alarme qu'il avait ignorés, des comportements qu'il avait adoptés, qui avaient contribué directement au résultat. Ce n'était pas uniquement sa faute, mais il avait joué un rôle. Quand il a accepté cette réalité, quelque chose s'est transformé en lui. Il est passé de la position de victime à la position d'acteur. Et dans les années qui ont suivi, il a construit une entreprise prospère et une situation financière stable, précisément parce qu'il avait appris de ses erreurs au lieu de les attribuer à des forces extérieures. La prise de responsabilité totale est le fondement de tout progrès. Sans elle, les 6 autres habitudes restent superficielles. Maintenant, je veux aller plus loin. Parce que ces 7 habitudes, aussi puissantes qu'elles soient, s'inscrivent dans un contexte plus large. Et ce contexte, c'est ce que j'appelle la mentalité financière d'ensemble. La façon dont tu penses globalement à l'argent, à la richesse et à ta relation avec eux. Il y a une croyance très répandue que je veux adresser directement. C'est la croyance que l'argent rend les gens mauvais ou corrompus. Que les personnes riches sont nécessairement égoïstes, malhonnêtes ou sans scrupules. Que la richesse et la vertu sont incompatibles.
Cette croyance est non seulement fausse, elle est dangereuse, parce qu'elle crée une résistance inconsciente à la richesse. Si tu crois quelque part que devenir riche te rendra mauvais, ton subconscient va s'assurer que tu ne deviennes pas trop riche. Il va saboter tes efforts avant que tu n'atteignes un niveau qui te mettrait mal à l'aise avec toi-même. La vérité sur l'argent est beaucoup plus neutre. L'argent est un outil. Comme un couteau, il peut être utilisé pour cuisiner un repas ou pour faire du mal. Ce n'est pas l'outil qui est moral ou immoral, c'est l'usage qui en est fait. Et voici quelque chose que j'ai observé dans mes décennies de travail avec des personnes fortunées. L'argent amplifie généralement ce qui est déjà là. Si tu es généreux avec peu, tu seras généreux avec beaucoup. Si tu es mesquin avec peu, tu seras mesquin avec beaucoup. L'argent n'est pas une force transformatrice de caractère, c'est un révélateur de caractère. Les personnes que j'admire le plus dans le monde des affaires sont des personnes qui ont utilisé leur richesse pour créer de la valeur, pour employer des gens, pour financer des causes importantes, pour construire des choses qui durent. Leur richesse n'est pas en contradiction avec leur valeur. Elle est l'expression de leur valeur. Alors si tu as une résistance inconsciente à l'argent, si une petite voix quelque part te dit que vouloir être riche est égoïste ou honteux, je t'invite à examiner cette croyance de près. D'où vient-elle? Est-elle vraiment la tienne? Et est-elle vraiment vraie? La richesse que tu construis ne te retire pas quelque chose à quelqu'un d'autre. Dans une économie de marché libre, la richesse est créée, pas redistribuée depuis un stock fixe. Quand tu crées de la valeur, quand tu construis une entreprise qui emploie des gens, quand tu développes un produit ou un service qui améliore la vie de tes clients, tu ajoutes à la richesse totale du monde. Tu ne l'apprends pas à quelqu'un d'autre. Cette perspective est fondamentale. Elle transforme la façon dont tu penses à tes ambitions financières. Ce n'est plus de l'avidité, c'est de la création de valeur. Parlons maintenant d'un autre aspect de la mentalité financière qui est souvent négligé. C'est la relation entre l'argent et le temps. Dans notre culture, nous avons tendance à penser à la richesse en termes de montant d'argent. Combien est-ce que tu as sur ton compte bancaire? Quelle est ta valeur nette? Mais il y a une façon plus profonde et plus utile de penser à la richesse. C'est en termes de temps. Combien de temps peux-tu survivre sans travailler? En maintenant ton niveau de vie actuel, en utilisant uniquement tes actifs et tes revenus passifs. Si la réponse est une semaine, tu n'es pas financièrement libre. Si la réponse est un mois, tu es un peu plus libre. Si la réponse est un an, tu as un coussin significatif. Si la réponse est indéfiniment, tu as atteint la liberté financière réelle. Cette façon de mesurer la richesse en unité de temps, plutôt qu'en unité monétaire, est beaucoup plus révélatrice de ta situation réelle. Et elle oriente tes efforts vers le bon objectif. L'objectif n'est pas d'avoir une certaine somme d'argent. L'objectif est de créer suffisamment d'actifs générateurs de revenus pour que ton temps soit libéré. C'est la définition de la liberté financière que je préfère. Non pas avoir beaucoup d'argent, mais avoir le choix de comment tu passes ton temps. Et voici quelque chose d'important à comprendre sur cette liberté. Elle n'est pas réservée aux millionnaires. Elle est accessible à des niveaux très différents selon ton style de vie. Si tes dépenses mensuelles sont de 2 000 € et que tes actifs génèrent 2 000 € par mois de revenus passifs, tu es financièrement libre, indépendamment de ta valeur nette totale. C'est pourquoi la maîtrise de tes dépenses est aussi importante que la croissance de tes revenus. Plus tu peux vivre confortablement avec peu, plus vite tu atteins ce point de bascule où tes actifs couvrent tes dépenses. Je veux maintenant parler d'un sujet que j'aborde souvent dans mes séminaires avancés. C'est la question de la diversification des sources de revenus. Une des caractéristiques communes aux personnes vraiment riches que j'ai étudiées est qu'elles ont rarement une seule source de revenus. Elles en ont plusieurs, et ces sources sont de nature différente. Il y a les revenus actifs, ceux qui nécessitent ton temps et ton travail direct. Ton salaire, tes honoraires, tes ventes directes. Ces revenus sont importants, mais ils ont une limite fondamentale. Ils sont plafonnés par le nombre d'heures disponibles dans une journée. Puis il y a les revenus passifs, ceux qui ne nécessitent pas ou peu de ton temps une fois le système en place. Les loyers d'une propriété locative, les dividendes d'un portefeuille d'actions, les redevances d'un livre ou d'une propriété intellectuelle, les revenus d'une entreprise que tu ne gères plus directement. Et il y a les revenus de portefeuille, ceux qui viennent de la croissance en valeur de tes actifs, la plus-value sur des actions ou des propriétés. La stratégie que je recommande est de commencer par maximiser tes revenus actifs, puis d'utiliser ces revenus actifs pour construire progressivement des sources de revenus passifs. Chaque source de revenus passifs
que tu ajoutes te rapproche un peu plus de la liberté financière. Voici une façon de visualiser cela. Imagine une roue avec plusieurs rayons. Chaque rayon est une source de revenus. Si tu n'as qu'un seul rayon, ta roue est instable. Si ce rayon se casse, tu n'as plus rien. Mais si tu as 5, 6, 7 rayons, la roue est adaptable. La perte d'un rayon ne compromet pas l'ensemble. Les personnes qui ont traversé des crises économiques, sans être dévastées, sont généralement celles qui avaient plusieurs sources de revenus. Quand une source s'est tarie, les autres ont maintenu la stabilité. Comment construire ces sources multiples? Progressivement. Pas tout en même temps. Commence par consolider ta principale source de revenus actifs, puis consacre une partie de cet argent à construire un premier actif générateur de revenus, puis un deuxième, puis un troisième. Sur 10, 15, 20 ans, ces actifs s'accumulent et leur contribution à tes revenus totaux augmente. C'est un marathon, pas un sprint. Mais c'est un marathon avec une arrivée clairement définie. Je veux maintenant aborder un aspect psychologique profond de la relation avec l'argent. C'est la question de la peur et de l'argent. La peur est l'émotion la plus destructrice dans le domaine financier. Elle prend plusieurs formes. La peur de manquer, qui pousse à accumuler de façon compulsive sans jamais se sentir en sécurité. La peur de perdre, qui paralyse et empêche de prendre les risques calculés nécessaires à la croissance. La peur du jugement des autres, qui pousse à dépenser pour maintenir une image plutôt que pour construire une réalité. Et il y a une peur moins évidente, mais très répandue. C'est la peur du succès. La peur de ce que signifierait vraiment réussir financièrement, les responsabilités que cela impliquerait, les changements dans les relations, l'exposition au regard des autres, la peur de ne pas mériter ce succès. Cette dernière peur est particulièrement insidieuse parce qu'elle est souvent inconsciente. Elle se manifeste sous forme de procrastination, d'auto-sabotage, de perfectionnisme paralysant, d'excuses répétées pour ne pas passer à l'action. Comment travailler avec ces peurs? Pas en les niant, pas en prétendant qu'elles n'existent pas, mais en les reconnaissant, en les examinant et en agissant malgré elles. Il y a une phrase que j'utilise souvent dans mes formations. Fais ce que tu crains et la peur disparaît. Ce n'est pas de la bravoure aveugle, c'est une observation psychologique précise. La peur est alimentée par l'anticipation. Elle est maximale juste avant l'action, et elle diminue dès qu'on commence à agir. Chaque fois que tu prends une décision financière courageuse, que tu fais un investissement que tu as longtemps hésité à faire, que tu lances un projet que tu repoussais par peur de l'échec, tu renforces ta confiance financière. Et cette confiance est un actif en soi. Les investisseurs expérimentés ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui n'ont pas peur, ce sont ceux qui ont appris à agir malgré la peur, qui ont développé une tolérance au risque calculé basée sur la connaissance et l'expérience, qui comprennent que le risque de ne pas agir est souvent plus grand que le risque d'agir. Je veux te parler maintenant d'un concept qui m'a été enseigné par un homme que j'ai rencontré lors d'un voyage en Asie. Il était entrepreneur depuis 40 ans et avait traversé plusieurs crises économiques majeures. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Briard, le secret de ma survie, à travers toutes ces crises, c'est que je ne dépendais jamais d'une seule économie, pas une seule industrie, pas un seul pays, pas un seul modèle d'affaires. J'ai toujours maintenu une flexibilité stratégique. Cette flexibilité stratégique, c'est la capacité à s'adapter rapidement quand les circonstances changent. Et elle est directement liée à la santé financière. Quand tu as des dettes écrasantes, quand tu vis au-delà de tes moyens, quand tu n'as aucune réserve, tu perds ta flexibilité. Tu es obligé de continuer sur la même trajectoire, même si elle ne te mène pas où tu veux aller. Parce que tu n'as pas les moyens de changer de direction. La liberté financière n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de liberté de choix. La liberté de dire non à une opportunité qui ne correspond pas à tes valeurs. La liberté de prendre un risque calculé sur quelque chose en quoi tu crois vraiment. La liberté de changer de carrière ou de secteur si tu le souhaites. La liberté de consacrer du temps à des projets qui ont du sens pour toi, même s'ils ne génèrent pas immédiatement de revenus. Cette liberté se construit avec le temps, avec la discipline, avec les habitudes dont nous avons parlé aujourd'hui. Permettons-nous maintenant de parler de quelque chose de plus pratique. La question de la gestion des dettes. Les dettes sont l'un des obstacles les plus courants à la liberté financière. Et il y a deux types de dettes qu'il faut distinguer clairement. Les dettes productives sont celles qui te permettent d'acquérir des actifs qui génèrent des revenus supérieurs au coût de la dette. Un prêt pour financer une propriété locative
qui génère un loyer supérieur au remboursement et aux charges. Un prêt pour financer une formation qui augmente significativement tes revenus. Un financement pour développer une entreprise dont le retour sur investissement dépasse le coût du capital. Les dettes destructives sont celles qui financent des passifs ou de la consommation. Le crédit revolving pour des achats courants. Le financement d'une voiture de luxe. Les dettes de jeu ou d'achat impulsif. Ces dettes ont un coût élevé et ne génèrent aucun retour. Elles appauvrissent directement. La stratégie face aux dettes destructives est simple en principe, difficile en pratique. Les éliminer aussi rapidement que possible. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. La méthode boule de neige, popularisée par Dave Ramsey, consiste à rembourser en premier la dette avec le plus petit solde, indépendamment du taux d'intérêt, pour obtenir des victoires rapides qui motivent à continuer. La méthode avalanche consiste à rembourser en premier la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, ce qui est mathématiquement optimal. Les deux méthodes fonctionnent. La meilleure est celle que tu vas réellement appliquer avec constance. Ce que j'observe souvent, c'est que les gens sous-estiment l'impact psychologique des dettes sur leur capacité à construire de la richesse. Les dettes ne sont pas seulement un fardeau financier. Elles sont un fardeau mental. Elles créent une anxiété de fond qui consomme de l'énergie cognitive et émotionnelle. Elles limitent la prise de risque calculée. Elles créent une dépendance vis-à-vis de revenus réguliers qui réduit la flexibilité. Devenir libre de dettes destructives n'est pas seulement une amélioration financière, c'est une libération psychologique et émotionnelle profonde. Je veux maintenant te parler d'un principe que j'appelle la loi de l'effet composé dans les habitudes. Nous avons parlé des intérêts composés dans le domaine financier, mais le même principe s'applique aux habitudes et aux comportements. Chaque habitude que tu adoptes, chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais crée un effet qui se compose dans le temps. Les petites habitudes quotidiennes, qui semblent insignifiantes prises individuellement, créent des résultats extraordinaires sur le long terme. Darren Hardy, dans son excellent livre L'effet composé, illustre cela de façon magistrale. Il compare deux personnes qui commencent à la même place. L'une fait de petits choix légèrement positifs chaque jour. L'autre fait de petits choix légèrement négatifs. Au bout de quelques mois, la différence est à peine perceptible. Au bout de quelques années, la différence est considérable. Au bout d'une décennie, les deux personnes vivent dans des réalités complètement différentes. C'est le paradoxe des habitudes. Elles sont faciles à adopter, mais aussi faciles à ignorer. Parce que dans l'immédiat, la différence entre faire et ne pas faire est minime. C'est seulement sur le long terme que les effets deviennent visibles et mesurables. Voilà pourquoi la discipline quotidienne est si importante. Pas une discipline héroïque qui exige des sacrifices extraordinaires. Une discipline ordinaire appliquée de façon extraordinairement constante. Mettre de côté 10% de tes revenus ce mois-ci ne changera pas ta vie. Mais le faire pendant 20 ans, sans exception, transformera radicalement ta situation financière. Lire 30 minutes ce matin ne te rendra pas soudainement expert. Mais le faire pendant 5 ans fera de toi l'une des personnes les plus informées de ton domaine. Faire de l'exercice aujourd'hui n'aura pas d'impact visible. Mais le faire régulièrement pendant des années te donnera une énergie et une santé qui amplifieront ta productivité financière. Les habitudes sont les intérêts composés du développement personnel. Je veux maintenant aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la question de la générosité et de son lien avec la richesse. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, il y a une idée qui peut sembler paradoxale au premier abord. Donner conduit à recevoir. Dans les traditions religieuses, on parle de dîme, de charité, de générosité comme vertu fondamentale. Dans la psychologie moderne, on parle de réciprocité, de réseau de soutien mutuel, de capital social. Mais au-delà des mécanismes, j'ai observé quelque chose de fascinant dans ma carrière. Les personnes les plus généreuses que j'ai connues sont aussi, très souvent, parmi les plus prospères. Et je ne crois pas que ce soit une coïncidence. La générosité développe une mentalité d'abondance. Elle signale à ton cerveau que tu as assez pour donner. Et cette conviction d'abondance change fondamentalement la façon dont tu prends des décisions. Tu prends des risques plus calculés. Tu saisis des opportunités que tu aurais autrement laissées passer par peur. Tu construis des relations basées sur la valeur que tu apportes plutôt que sur ce que tu peux obtenir. Il y a aussi un aspect pratique très concret. Les personnes généreuses construisent des réseaux de relations solides. Et dans le monde des affaires, les relations sont souvent la ressource la plus précieuse. Des opportunités d'affaires, des partenariats, des informations précieuses
du soutien dans les moments difficiles. Tout cela vient des relations. Et les relations se construisent sur la réciprocité et la générosité. Je ne suggère pas de donner de façon aveugle ou de te mettre en difficulté financière pour aider les autres. Je suggère de cultiver une mentalité généreuse, de chercher à créer de la valeur pour les autres, de donner de ton temps, de tes connaissances et de tes ressources de façon réfléchie et durable. Cette mentalité de création de valeur est d'ailleurs au cœur de la réussite entrepreneuriale. Les entreprises qui réussissent durablement sont celles qui créent de la valeur réelle pour leurs clients, pas celles qui cherchent à extraire le maximum de valeur de leurs clients. La première approche construit une clientèle fidèle et croissante. La seconde s'épuise rapidement. Permettons-nous maintenant de parler de quelque chose que j'appelle la discipline de l'évaluation régulière. L'une des habitudes les plus puissantes que j'ai développées dans ma propre vie est ce que j'appelle le bilan financier mensuel. Une fois par mois, je prends le temps de regarder honnêtement ma situation financière. Où en suis-je par rapport à mes objectifs? Quel progrès ai-je fait? Où ai-je dérapé? Qu'est-ce que je dois ajuster? Cette pratique semble simple, mais elle est transformatrice pour plusieurs raisons. Premièrement, elle crée de la conscience. Beaucoup de gens évitent de regarder leurs finances en détail parce que c'est inconfortable. Ils préfèrent ne pas savoir. Mais ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas le gérer. La conscience de sa situation financière réelle est le prérequis de tout changement. Deuxièmement, elle crée de la responsabilité. Quand tu sais que tu vas faire le point à la fin du mois, tu prends de meilleures décisions tout au long du mois. C'est l'effet observateur. Le simple fait de mesurer quelque chose change le comportement. Troisièmement, elle te permet de célébrer les progrès. La construction de richesse est un processus lent, les résultats ne sont pas toujours visibles à court terme. Mais si tu mesures régulièrement, tu peux voir les progrès même quand ils sont petits. Et ces petites victoires te motivent à continuer. Je recommande de suivre au minimum 4 chiffres chaque mois, tes revenus totaux, tes dépenses totales, le montant que tu as mis de côté et ta valeur nette totale, c'est-à-dire la somme de tous tes actifs moins la somme de toutes tes dettes. Ce dernier chiffre, ta valeur nette, est le meilleur indicateur de ta santé financière réelle. Pas ton revenu, pas ton niveau de vie apparent, ta valeur nette. Et en le suivant mois après mois, tu peux voir clairement dans quelle direction tu vas. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui concerne le travail et sa relation avec la richesse. Parce qu'il y a une confusion très répandue sur ce sujet. Travailler dur est nécessaire, mais pas suffisant pour construire la richesse. J'ai connu des personnes qui travaillaient 16 heures par jour, 7 jours sur 7, et qui n'avaient rien à montrer financièrement après des décennies de travail acharné. Et j'ai connu des personnes qui travaillaient de façon modérée, mais intelligente, et qui avaient construit une liberté financière significative. La différence n'était pas l'intensité du travail, c'était la direction du travail. Il y a une distinction que j'appelle travailler dans son entreprise versus son entreprise. Travailler dans son entreprise, c'est faire les tâches opérationnelles quotidiennes. Répondre aux emails, servir les clients, gérer les problèmes immédiats. Travailler sur son entreprise, c'est développer des systèmes, construire des actifs, créer des processus qui fonctionnent sans toi. Les personnes qui restent coincées dans la première catégorie travaillent dur, mais ne construisent pas de richesse durable, parce que leurs revenus sont directement liés à leur temps. Si elles s'arrêtent, les revenus s'arrêtent. Les personnes qui développent la deuxième capacité construisent quelque chose qui a une valeur indépendante de leur présence. Une entreprise avec des systèmes, des actifs qui génèrent des revenus, des propriétés intellectuelles qui rapportent des redevances. Même si tu es employé plutôt qu'entrepreneur, ce principe s'applique. Travailler sur tes compétences, sur ton réseau, sur ta réputation professionnelle, c'est construire des actifs qui augmentent ta valeur sur le marché du travail et qui te permettent d'augmenter tes revenus actifs. La question à se poser régulièrement est: est-ce que je travaille sur quelque chose qui va augmenter ma valeur et ma liberté à long terme, ou est-ce que je suis simplement en train de gérer l'urgence du moment? Il y a un concept que j'ai développé au fil des années que j'appelle le temps de haute valeur. Ce sont les activités qui ont le plus grand impact sur tes résultats à long terme. Les activités qui développent tes compétences clés, les activités qui construisent des relations importantes, les activités qui créent des actifs durables. Protéger ce temps de haute valeur des interruptions, des urgences superficielles et des tâches à faible impact est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Je veux maintenant te parler d'un aspect de la mentalité financière qui est rarement abordé dans les livres de développement personnel.
C'est la question du rapport entre l'identité et l'argent. Nous avons tous une image de nous-mêmes, une histoire que nous nous racontons sur qui nous sommes. Et cette image inclut une dimension financière. Nous avons une idée inconsciente du type de personne que nous sommes vis-à-vis de l'argent. Je suis quelqu'un qui a du mal avec l'argent. Je ne suis pas le genre de personne à être riche. Je suis quelqu'un de modeste qui ne cherche pas à s'enrichir. Ces identités financières, souvent héritées de notre enfance et de notre environnement, agissent comme des contraintes invisibles. Elles limitent ce que nous nous permettons d'atteindre. Pour changer durablement ses résultats financiers, il faut changer son identité financière. Pas seulement ses comportements, parce que les comportements découlent de l'identité. Si tu te vois comme quelqu'un qui a du mal avec l'argent, tu vas continuellement adopter des comportements qui confirment cette identité. Même si tu essaies consciemment de faire autrement, mais si tu commences à te voir comme quelqu'un qui gère bien son argent, quelqu'un qui prend des décisions financières intelligentes, quelqu'un qui construit progressivement sa liberté financière, tes comportements vont naturellement s'aligner avec cette nouvelle identité. Comment change-t-on son identité financière? Par des petites victoires répétées. Chaque fois que tu prends une bonne décision financière, aussi petite soit-elle, tu renforces l'image de toi-même comme quelqu'un qui gère bien l'argent. Chaque fois que tu mets de côté ton épargne mensuelle, chaque fois que tu résistes à un achat impulsif, chaque fois que tu lis quelque chose sur la finance personnelle, tu construis des preuves que tu es ce type de personne. Avec le temps, ces preuves s'accumulent et ton identité financière change. Et avec elle, tes comportements et tes résultats. James Clear, dans son livre Tatimabit, décrit ce processus de façon magnifique. Il dit que le changement durable vient du changement d'identité, pas du changement de comportement. Tu ne cherches pas à faire ce qu'une personne financièrement libre ferait. Tu cherches à devenir une personne financièrement libre. Et chaque action est un vote pour cette identité. Je veux maintenant te parler d'un sujet pratique et important, la question de l'investissement et de comment penser à ses premiers investissements. Il y a beaucoup de confusion et d'anxiété autour de l'investissement. Les marchés financiers semblent complexes et intimidants. Les options sont nombreuses. Les risques sont réels. Et les histoires de personnes qui ont tout perdu en investissant alimentent la peur. Voici comment je pense à l'investissement pour quelqu'un qui commence. La règle la plus importante est d'abord de comprendre ce dans quoi tu investis. Jamais investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Jamais. Cette règle simple aurait évité des pertes énormes à des millions de personnes. Deuxièmement, commencer par les bases. Avant d'explorer des investissements sophistiqués, maîtrise les fondamentaux. Un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses, en liquidité, un plan de retraite avec des avantages fiscaux si disponibles dans ton pays, un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations via des fonds indiciels à faible frais. Ces investissements de base ne sont pas glamour, ils ne font pas les manchettes des journaux financiers, mais ils sont solides, éprouvés et accessibles à pratiquement tout le monde. Troisièmement, la diversification est ta meilleure protection contre les erreurs. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Diversifie entre différentes classes d'actifs, différents secteurs, différentes géographies. La diversification ne maximise pas les gains, mais elle minimise les risques catastrophiques. Quatrièmement, l'horizon temporel est crucial. Plus ton horizon d'investissement est long, plus tu peux te permettre de prendre des risques calculés et de traverser les fluctuations des marchés. Les marchés boursiers ont historiquement toujours récupéré et dépassé leur niveau précédent sur le long terme. Mais à court terme, ils peuvent être très volatiles. Si tu investis pour la retraite dans 20 ans, une baisse temporaire des marchés n'est pas une catastrophe. C'est une opportunité d'acheter à prix réduit. Si tu investis de l'argent dont tu auras besoin dans 2 ans, la volatilité à court terme peut être catastrophique. Cinquièmement, méfie-toi des promesses de rendements extraordinaires. Si quelqu'un te promet des rendements de 20, 30 ou 50% par an de façon garantie, c'est soit un mensonge, soit une arnaque. Les marchés financiers sont compétitifs et efficients. Des rendements extraordinaires impliquent des risques extraordinaires. Il n'existe pas de rendements élevés sans risques élevés. Warren Buffett, l'investisseur le plus admiré au monde, a généré un rendement annuel moyen d'environ 20% sur plusieurs décennies. Et cela est considéré comme extraordinaire. Méfie-toi de ceux qui promettent de faire mieux de façon routinière. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui me semble fondamental dans la construction d'une vie financièrement épanouissante. C'est la question de l'alignement entre l'argent et les valeurs. L'une des erreurs les plus courantes que j'observe est de poursuivre la richesse
comme une fin en soi, sans la connecter à un sens plus profond, à des valeurs claires, à une vision de la vie qu'on veut vraiment vivre. Quand l'argent devient la fin plutôt que le moyen, plusieurs choses se produisent. D'abord, on n'est jamais satisfait. Peu importe combien on a, il en faudra toujours plus. Parce que l'argent seul ne peut pas combler le besoin de sens, de connexion, de contribution qui est au cœur de la nature humaine. Ensuite, on prend des décisions qui sacrifient des choses importantes, la santé, les relations, l'intégrité, pour des gains financiers. Et on découvre souvent trop tard que ces sacrifices n'en valaient pas la peine. Les personnes qui ont une relation saine avec l'argent voient l'argent comme un outil qui leur permet de vivre selon leurs valeurs. L'argent leur donne la liberté de consacrer leur temps à ce qui compte vraiment pour eux. La famille, la créativité, la contribution à la société, l'exploration du monde. Peu importe ce que sont leurs valeurs profondes, l'argent leur donne la liberté de les vivre pleinement. Voici une question que je te pose souvent dans mes séminaires. Si tu avais suffisamment d'argent pour ne jamais avoir à travailler par obligation, qu'est-ce que tu ferais de ton temps? La réponse à cette question te révèle tes valeurs profondes. Et ces valeurs devraient guider tes objectifs financiers. Parce que la vraie liberté financière n'est pas de ne rien faire. C'est de faire ce qui compte vraiment pour toi, sans que les contraintes financières ne te limitent. Je veux maintenant te partager quelques observations sur les erreurs les plus courantes que j'ai vues des personnes commettre dans leur parcours financier. Non pas pour te décourager, mais pour te permettre de les éviter. La première erreur est de commencer trop tard. J'ai rencontré des centaines de personnes qui avaient attendu d'avoir plus d'argent pour commencer à investir. Plus de revenus, plus de stabilité, plus de certitude. Et pendant qu'elles attendaient, les années passaient et les opportunités de croissance composées s'évaporaient. Commence maintenant avec ce que tu as, même si c'est peu. Le temps est plus précieux que le montant. La deuxième erreur est de suivre les modes et les tendances. Chaque décennie a ses investissements à la mode. Les dot-com dans les années 90, l'immobilier dans les années 2000, les crypto-monnaies plus récemment. Ces modes attirent des investisseurs non préparés qui achètent au sommet, poussés par la peur de manquer quelque chose, et qui vendent au creux, poussés par la peur des pertes. C'est la façon la plus sûre de perdre de l'argent en investissant. La troisième erreur est de confondre revenus et richesse, dont nous avons parlé en début de conversation. Augmenter ses revenus sans changer ses habitudes de dépenses et d'investissement ne construit pas de richesse. C'est simplement vivre plus confortablement. La quatrième erreur est de ne pas se protéger contre les risques catastrophiques. Une maladie grave, un accident, un divorce, une perte d'emploi soudaine peuvent anéantir des années d'accumulation si tu n'as pas les protections appropriées en place. L'assurance santé, l'assurance invalidité, un fonds d'urgence, une diversification des actifs. Ces protections ne sont pas sexy, mais elles sont essentielles. La cinquième erreur est d'écouter les mauvais conseils. Dans le domaine financier, tout le monde a une opinion. Ton beau-frère, ton collègue, le présentateur de la télévision financière, l'influenceur sur les réseaux sociaux. Mais la grande majorité de ces opinions ne sont pas basées sur une expertise réelle ou sur une connaissance de ta situation personnelle. Sois sélectif avec les conseils que tu suis. Cherche des sources fiables, des professionnels qualifiés, des personnes qui ont réellement les résultats que tu cherches. Et la sixième erreur, qui est peut-être la plus fondamentale, c'est l'inaction. Analyser, planifier, se préparer sont importants. Mais à un moment donné, il faut agir. L'information sans action ne produit pas de résultats. Beaucoup de personnes accumulent des connaissances sur la finance personnelle, lisent des dizaines de livres, regardent des centaines de vidéos, mais ne font jamais le premier pas concret. Elles attendent le moment parfait, la certitude absolue, les conditions idéales. Ces conditions n'arrivent jamais. Le moment parfait pour commencer à construire ta liberté financière, c'est maintenant. Avant de conclure, je veux te parler d'un dernier principe que je considère comme le fil conducteur de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la philosophie de la richesse méritée. La richesse méritée est une richesse construite en créant de la valeur réelle pour les autres, en résolvant des problèmes, en offrant des produits et services qui améliorent la vie des gens, en développant des compétences qui te permettent de contribuer de façon significative à ton domaine. Cette philosophie est importante parce qu'elle crée une relation saine et durable avec l'argent. Quand tu gagnes de l'argent en créant de la valeur, tu n'as pas de culpabilité associée à ta richesse. Tu sais que tu l'as gagnée honnêtement.
Tu sais quel est le reflet de ta contribution. Et cette clarté te permet de continuer à construire sans l'anxiété ou la honte qui accompagne parfois la richesse mal acquise ou mal comprise. La question n'est pas de savoir combien tu peux gagner. La question est de savoir quelle valeur tu peux créer. Et l'argent est simplement la mesure de cette valeur dans le marché. Quand tu penses à ta carrière, à ton entreprise, à tes projets à travers le prisme de la valeur créée, tout change. Tu n'es plus dans une mentalité de compétition où ton gain est la perte de quelqu'un d'autre. Tu es dans une mentalité de création où tout le monde peut gagner. Et cette mentalité de création est l'une des caractéristiques les plus constantes des personnes qui construisent une richesse durable et significative. Voilà, nous avons couvert beaucoup de terrain ensemble aujourd'hui. Cette habitude financière et bien plus encore. Permettons-moi de te les rappeler brièvement, non pas comme une liste à cocher, mais comme un chemin à parcourir. La première habitude est la décision consciente de devenir riche. Pas un souhait, une décision ferme, précise, écrite. Cette décision reprogramme ton système d'attention et te met en mouvement vers tes objectifs. La deuxième habitude est de te payer en premier. Mettre de côté un pourcentage fixe de tes revenus avant toute autre dépense. Non négociable. Constant. La troisième habitude est de distinguer les actifs des passifs et d'orienter délibérément tes achats vers les actifs. Chaque décision financière significative mérite cette question. Est-ce que cela met de l'argent dans ma poche ou en sort? La quatrième habitude est d'investir continuellement en toi-même. Tes connaissances, tes compétences, ta capacité à créer de la valeur sont tes actifs les plus précieux et les plus durables. La cinquième habitude est de gérer ton environnement financier. Les personnes que tu fréquentes, les conversations que tu as, les médias que tu consommes, tout cela façonne ta relation avec l'argent. Sois délibéré dans la construction de cet environnement. La sixième habitude est de développer la pensée à long terme. Résister à la gratification immédiate pour des bénéfices, futurs plus grands. Créer des règles de décision à l'avance. Et la septième habitude est la prise de responsabilité totale. Accepter que tu es l'architecte de ta situation financière, que les circonstances influencent mais ne déterminent pas, et que le pouvoir de changer est entre tes mains. Ces habitudes ne sont pas des formules magiques. Elles ne te rendront pas riche du jour au lendemain, mais appliquées avec constance, sur des mois, des années, des décennies, elles transforment inévitablement ta situation financière. Je veux te laisser avec une dernière pensée. Une pensée qui m'accompagne depuis cette conversation dans cet avion, il y a de nombreuses années. Cet homme m'avait dit que sa richesse était dans ses habitudes, pas dans ses comptes bancaires. J'ai compris avec le temps ce qu'il voulait vraiment dire. Il voulait dire que sa richesse était indestructible, parce qu'elle ne dépendait pas de circonstances externes. Elle dépendait de qui il était, de comment il pensait, de ce qu'il faisait chaque jour. Les marchés peuvent s'effondrer, les entreprises peuvent faire faillite, les propriétés peuvent perdre de la valeur, mais les habitudes, la mentalité, les compétences, la façon de penser que tu développes, personne ne peut te les prendre. C'est la vraie richesse. Pas ce que tu as, mais ce que tu es. Et ce que tu es se construit chaque jour, avec chaque décision, chaque habitude, chaque choix. Il n'y a pas de grand moment de transformation. Il y a une série de petits moments, de petites décisions, de petites actions qui s'accumulent avec le temps en quelque chose d'extraordinaire. Tu as le pouvoir de commencer aujourd'hui, pas demain, pas quand les conditions seront meilleures. Aujourd'hui, prends une décision. Écris un objectif. Mets de côté quelque chose, même peu. Lis quelque chose qui développe tes compétences. Examine une dépense et demande-toi si c'est un actif ou un passif. Prends la responsabilité d'une situation financière que tu as évité de regarder en face. Ces petits actes, faits aujourd'hui, sont le début de ta transformation financière. Je t'ai partagé ce que j'ai appris en plusieurs décennies de travail avec des milliers de personnes. Des personnes qui ont commencé sans rien et ont construit des fortunes. Des personnes qui avaient tout et ont tout perdu. Des personnes qui ont fait les erreurs les plus courantes et qui ont trouvé le chemin pour se reconstruire. Des personnes qui ont appliqué ces principes avec constance et qui vivent aujourd'hui la liberté qu'elles avaient rêvée. La différence entre elles et les autres n'était pas le talent, ce n'était pas la chance, ce n'était pas les circonstances, c'étaient les habitudes, la mentalité, les décisions quotidiennes. Et ces habitudes, cette mentalité, ces décisions sont accessibles à toi. Maintenant, aujourd'hui. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Commence à planter.